Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois grand bonjour et merci de suivre cette émission. Je vous le rappelle qui met l'accent sur les réalités de la diaspora africaine. On parle ici des diasporas africaines ici même à Montréal et pourquoi pas en Amérique du Nord. À l'émission aujourd'hui, nous recevons un monsieur très important. Il est montréalais. Vous allez voir, son histoire est très intéressante. Il s'est toujours intéressé aux jeunes. Vraiment aux jeunes comme tel. Je ne sais pas pourquoi, il va peut-être répondre dans cette question. Depuis de nombreuses années, Papa Kabeya, son nom, s'intéresse beaucoup. Il a une organisation ici qui s'occupe de différentes activités, l'intégration et autres. Mais plus grave que ça encore, ce monsieur est devenu aujourd'hui un grand homme dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Il est avec nous ce soir à l'émission. Papa Kabeya, Monsieur Kabeya, merci, bonjour, Yes. comment ça va? Bonjour Harry, ça va très bien. Bonjour à tous les téléspectateurs aussi qui nous suivent souvent. Papa Kabeya, vous êtes chez vous à Montréal. Je vous présente comme un Montréalais, un grand Montréalais, puisque vous êtes reconnu d'ailleurs par les différentes, les différentes personnalités politiques. On vous a vu dans les différentes photos ici, avec ce soit les ministres des Affaires étrangères et autres, du Canada même, du Québec. Vous êtes très connu dans les milieux politiques québécois, canadiens. Mais là, vous avez fait un saut après de très nombreuses années ici au Canada. Chez vous, dans votre pays d'origine, la RDC, où je le précise, vous êtes aujourd'hui le grand patron de la fondation de l'épouse du président de la République démocratique du Congo. Comment ça va pour vous? Et dites-moi, avant d'aller plus loin, parce que nombreux vous connaissent déjà, mais certains vous découvrent ce soir, bien habillés, sapés comme on dit à la congolaise. Qui est Papa Kabeya? Qui êtes-vous? Bon, on va corriger. D'abord, c'est pas que je suis patron de la fondation. On est partenaire. On travaille avec la fondation. Et, par contre, nous sommes présidents de notre fondation là-bas. Donc, ici, nous avons la fondation Fati, Fils Antoine Tshisekedi. Qui suis-je? Je vais commencer par me présenter, Harry. C'est Liévé Moudjika Kabeya. Je suis montréalais, comme vous l'avez présenté, depuis 1995, que nous connaissons ici à Montréal. Et il y a un côté que la plupart des gens oublient. Je suis enseignant à la commission scolaire de Montréal, où j'ai pris la retraite il y a 4 ans. Donc, je suis président du Centre africain de développement d'entraide. Et j'étais président de l'association politique Saint-Henri-Saint-Anne. Et cela, c'est au provincial. Au fédéral, c'est Ville-Marie. Je suis encore président jusqu'aux nouvelles élections qui vont arriver au mois de septembre avec Marc Milliard. Et comme vous le savez, on a fait beaucoup. La question commençait par que je m'intéressais aux jeunes. Je pense que quand vous allez poser la question, je répondrai à ça. Et je suis allé au Congo depuis 2019, quand le président Félix a pris le pouvoir. Vous-même, vous savez que si nous avons beaucoup lutté, j'étais vice-président d'abord du Canada, la fédération, et j'étais président, après président Tchibouyi, et jusqu'au moment où le président Tshisekedi a pris la présidence de l'UDPS. Donc vous avez vu toute la lutte que nous avons menée ici, dans l'UDPS Canada. Pas Montréal, Canada. Papa Kabeya, justement, avant de revenir, vous l'avez bien précisé, vous êtes professeur de formation, vous avez enseigné ici, même avant de venir ici au Canada. Vous étiez déjà professeur, je pense que vous avez fait le Gabon aussi. Le Gabon, préfet au Congo, et ainsi de suite. D'accord. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous motive à aller vers ces différentes activités avant de rentrer même dans le vif du sujet comme tel, surtout ici à Montréal? Votre organisme, en quoi consiste-t-il précisément? Donc, notre organisme, c'est le Centre africain de développement d'entraide. Le Centre africain de développement et d'entraide. Premièrement, 4. Premièrement, c'est accueil, accompagnement, encadrement des nouveaux arrivants. Mais dans ça, nous avons les activités que nous menons. Les activités, quand nous accueillons les nouveaux arrivants, nous les dirigeons vers les autres organismes ou bien vers les institutions qui les intéressent. Si c'est l'immigration, si c'est la santé et comme ça. Et nous avons aussi une rubrique pour les jeunes. Les jeunes, c'est les activités sportives que nous donnons. Nous faisons les concours au mois de février, mois de mars, mois de noir, février.
Il y a les concours de jeunes, on fait les formations avec les jeunes, les concours de textes littéraires, de dessins, de chants, ainsi de suite. Et on remet les prix à ces jeunes. Donc c'est une façon de les encourager. Nous encourager, ouais. et on fait des conférences avec les jeunes sur les modèles sociaux. Nous avons fait beaucoup de conférences avec les modèles sociaux ici, ceux qui sont docteurs, ceux qui sont dans l'armée, parce que les gens ne savent pas que nous avons des capitaines dans l'armée canadienne. Des capitaines qui sont des... d'origine congolaise, oui. qui sont dans l'armée canadienne. Il y en a qui ont pris la retraite, comme Papa Tewen, Albert. Il était capitaine, il a pris la retraite. Mais il y en a d'autres nombreux qui sont déjà au niveau des capitaines, les officiers supérieurs dans l'armée canadienne. Ces gens-là viennent, ils font des conférences, et les jeunes se disent, ah, nous... Parce que la plupart, on se dit, le racisme, ça freine, ainsi de suite. S'il y a le racisme, pourquoi il y a d'autres gens qui émergent, qui sont aussi d'origine congolaise, ainsi de suite. Donc, c'est dans ce sens-là que nous préparons nos jeunes. On ne prépare pas les jeunes pour leur montrer que le racisme freine. Non, il n'y en a pas. Tous, on est Canadiens, tous, on est Québécois, on va de l'avant, on fait comme les autres le font. Parce qu'il y a les Congolais qui sont médecins, directeurs, qui sont capitaines dans l'armée, qui sont professeurs, ainsi de suite. Pourquoi pas nos jeunes-là ne peuvent pas suivre les exemples de ceux qui ont émergé. Donc on parle ici vraiment de motivation quelque part. Et montrer aux jeunes que vous pouvez arriver. Quels que soient les freins, c'est votre mentalité, c'est votre positivité qui vous amène à faire quelque chose ici au Québec. Finalement, pour le public, pour les jeunes qui nous suivent, à vous entendre finalement, donc c'est une lutte contre soi-même finalement. C'est nous-mêmes qui nous mettons des freins psychologiques, qui partons du fait qu'on pense qu'il y a racisme, donc c'est pas possible. Et vous, vous êtes là en tant que professeur aussi pour les encourager, les motiver réellement à la réussite. Montrer quelle voie il faut suivre, comment il faut se porter. Si vous venez d'arriver, vous vous dites, on nous a dit qu'il y a le racisme. C'est fini, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas aller ailleurs, vous ne pouvez pas avancer. Mais quand vous venez dans nos réunions, quand on fait les conférences, vous voyez que telle personne est congolais, telle personne est africain. Mais il est arrivé. S'il y avait le racisme, pourquoi lui il est arrivé? Comment il a fait pour contourner ce racisme, pour arriver là où il est arrivé? C'est dans ce sens-là. C'est comme ça que moi, je combats le racisme. Et les cadres, heureusement, ne travaillent pas seulement avec les Africains. Il y a les Québécois qui sont dans les cadres. Maintenant, les cadres, c'est tout le monde. Tous ceux qui luttent contre le racisme, tous ceux qui veulent que les gens avancent, tous ceux qui veulent aider les aînés, africains ou aînés québécois, ils sont avec nous. Dans les conseils d'administration du cadre, il y a les Québécois, il y a tout le monde. C'est comme ça que nous avons contourné cette difficulté de racisme. Papa Kabea, vous êtes un homme que j'ai toujours considéré comme un homme très fort. Vous le savez, je connais votre histoire personnelle à partir du Gabon, ainsi que les drames que vous avez connus. Je ne le mentionnerai pas. Un drame terrible, difficile, mais par ailleurs, vous êtes parvenu quand même vous-même à vous installer au Canada et à force de travailler, à devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Après de nombreuses années ici au Canada, vous avez décidé, en fait, là aussi, durant votre séjour canadien, votre expérience canadienne, vous n'avez jamais cessé de penser à votre pays d'origine, de militer quelque part et de travailler quelque part pour les changements, pour la réussite de votre pays, la République démocratique du Congo. Juste nous rappeler rapidement et rappeler à nos téléspectateurs pourquoi cette lutte comme telle, qui a duré de très nombreuses années, on vous a toujours connu comme un opposant absolument qui était déterminé, décidé. Pourquoi cette lutte et aujourd'hui, ce que ça a conduit, quel est le résultat selon vous? Oui, cette lutte, vous êtes témoin oculaire parce que vous nous suivez partout quand il y avait des manifestations ici à Montréal, quand on arrêtait le leader charismatique, nous on se mettait sur la rue, on contactait les autorités d'ici pour leur dire qu'il y a la dictature au Congo, il faut que ça finisse. Dans moins 40 degrés à notre âge, on était sur la rue. On montait, on nous a vu fermer les ponts Jacques-Cartier. Les Québécois ne savent pas pourquoi nous, on est allés sur Jacques-Cartier. Il y a des journalistes qui nous ont traités de tous les mots du monde, et ainsi de suite.
Mais c'est par après Vous êtes allé manifester sur le pont Jacques-Cartier, carrément, dans le but de conscientiser les Québécois. C'est là où la plupart des Québécois ont su que les multinationales canadiennes travaillent au Congo contre la population congolaise. Les viols des femmes qui se passent là-bas, c'est avec les multinationales qui armaient bien sûr les groupes terroristes, les groupes rebelles dans les Kivu, dans l'est du Congo, qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais Papa Kabeya, sans vous interrompre, il y a de nombreuses personnes qui vous regardent, en fait, qui vont vous dire, monsieur, vous avancez des affirmations gratuites, vous n'avez absolument aucune preuve. J'étais même à l'ambassade. Donnez-nous des exemples concrets. Très bien. Aujourd'hui, avant, on ne disait pas, le président de la République démocratique du Congo lui-même a dénoncé le Rwanda. Le président Félix Antoine Tshisekedi. D'accord. Les Rwandais qui soutiennent les M23. Mais ce n'est pas les Rwandais. Vous-même connaissez le Rwanda, c'est un petit pays, le Rwanda ne peut pas attaquer le Congo. Et pourquoi le Rwanda s'entête et soutient les M23? C'est parce qu'il y a les multinationales canadiennes, je parle aussi des Canadiennes, qui sont là-bas, qui soutiennent ces groupes de M23. Et là non plus, vous n'avez pas des preuves? Non, il y a des preuves. Je sais, j'étais même à l'ambassade du Canada, on a discuté beaucoup. Les conseillers politiques m'ont dit est-ce qu'il y a des preuves? Mais maintenant, il y a des preuves. Les soldats rwandais qui sont arrêtés, qu'on présente, les M23 même qui déclarent que Kagame est leur chef, et la plupart des les journaux, les images, j'ai envoyé toutes les images au conseil politique du Canada. Oui, j'ai vu même l'ambassadeur, j'étais là avec l'ambassadeur. D'accord. Donc, ça, ce n'est pas encore un secret. Comment voulez-vous un pays est agressé? Et c'est le pays qui est agressé qu'on fait l'embargo. Et ceux qui agressent, on les arme. Dans quelle logique vous pouvez vous chercher? Alors, concrètement, les Rwandais est armé. On continue à armer les Rwandais sous plusieurs autres formes. On amène l'aide humanitaire et on sait ce qui se passe en Afrique. On parle de l'aide humanitaire, mais ce n'est pas les aliments, les denrées alimentaires qui sont là-bas. Ce sont les armes qui sont dans l'avion. Et entre-temps, officiellement, on interdit au Congo d'acheter les armes. Or, tout le monde sait que le Congo est agressé. Et quand le secrétaire général de l'ONU va là-bas, c'est pour dire que non, les Rwandais et le Congo, cessez vos hostilités. Au lieu de dire que tel a attaqué tel ou agressé tel. Alors, mais concrètement, pour le public qui nous suit maintenant, parce que ça nous perd un petit peu dans notre conversation. Vous avez vu la manifestation des civils à l'est du Congo, qui demandent à ce que la MONUSCO quitte le Congo. Pourquoi ils demandent à MONUSCO de quitter le Congo? Parce que, selon eux, la MONUSCO n'a jamais rien fait, n'a pas fait grand-chose. Et ils soutiennent aussi, il ne fait rien pour ceux qui devaient défendre, mais il fait quelque chose pour ceux qui sont là-bas. Quand il y a l'avancée de l'armée congolaise, qu'est-ce qui arrive? On dit stopper. C'est comme si ton enfant se bat avec l'autre enfant. Tu prends l'autre enfant, tu le tiens, tu dis que je sépare. Tu ne sépares pas, tu fais pour que ton enfant puisse taper sur l'autre. Alors, ça veut dire que concrètement, si nous comprenons bien, la crise actuelle qui oppose en fait ce mouvement, en fait que certains qualifient de terroriste, d'autres qualifient ce mouvement appartenant à un régime quelconque. On cite ici le nom du président Kagame. D'ailleurs, pour nous, ce sera un grand plaisir, et ça, je le souligne, de recevoir l'ambassadeur du Rwanda ici à cette émission. Pourquoi pas lui-même, Paul Kagame, via Skype. Ce sera avec un grand plaisir. On pourra parler avec ce monsieur qui est le président du Rwanda. Maintenant, pour vous, vous êtes allé en République démocratique du Congo depuis déjà quelques années. Pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, de votre lecture sur la situation actuelle dans ce pays, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique, sinon sur le plan politique? Qu'avez-vous trouvé depuis votre arrivée? Sentez-vous réellement qu'il y a un changement positif dans l'ensemble, puisque la population rêvait de changement, la population rêvait d'un gouvernement qui va vraiment les aider à réaliser certaines choses. Vous êtes sur place, vous êtes témoin, vous avez vu, vous vivez là, sur place. Qu'avez-vous constaté? Quelle est votre lecture de la situation actuelle en RDC?
Très bien, merci pour cette question. C'est la question que tous les Congolais me posent quand je suis arrivé ici. Et papa, on ne voit pas les changements. Très bien. Les changements, vous savez qu'on a pris le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir 18 ans après, après 18 ans de règne de dictature de Kabila. Et c'est monsieur qui travaillait, qui ne travaillait pas pour le Congo, qui travaillait pour ses affaires personnelles. Quand vous dites ce monsieur, de qui parlez-vous? Je parle de Kabila Joseph. D'accord. Qui travaillait, son gouvernement, tout ce qu'il est, il travaillait pour lui. C'est un homme d'affaires qui n'a jamais songé à un Congo. Est-ce que ça a été démontré? Est-ce que ça a été démontré? Je démontre maintenant. Oui. Et quand il a pris le pouvoir, 18 ans, qu'est-ce qu'il a fait de ce pays? Qu'est-ce qu'il a construit? Quelle route il a laissé pendant 18 ans? Quel est le budget qu'il a laissé dans les trésors publics? D'accord. Répondez vous-même à ces questions. Je réponds maintenant. Oui. Quand il a quitté, il a laissé 800 millions dans les trésors publics. 800 millions de dollars. Des dollars. US américains. Mais actuellement, il y a 3 milliards. Dans 18 ans, il a laissé 8 millions. Et dans 3 ans, Félix a fait 3 milliards dans les trésors publics 3 qui sont milliards là, de dollars. des dollars US. Américains qui sont là. Après 3 ans de régime. Maintenant, quand le monsieur ici, et comme Joseph Kabila, de son règne, toutes les sociétés de l'État, tous les systèmes de l'État étaient paralysés. Exemple, à Matadi, il y a le port de Matadi, qui est un grand port en Afrique. Ce port était abandonné. Il a fait un port à lui, c'est le port qu'on appelle l'ESI. Et toutes les activités du pays, ça passe par là. Et le trésor public n'a rien à cause de Onatra, voilà. Onatra qui est abandonné. Il y a beaucoup de sociétés comme ça qui sont abandonnées et lui, il a fait des sociétés parallèles. Les routes, avant de parler de routes, il y a une ville aujourd'hui, à N'Guémena, je crois, en Équateur. Depuis 1960, ils n'ont jamais vu l'électricité. Depuis 1960, c'est-à-dire depuis l'accession du pays à son indépendance, il n'y a jamais eu d'électricité. Et cette fois-ci, ils ont eu l'eau, c'est comme c'est un miracle. Dans un pays au monde aujourd'hui, 21e siècle, on voit l'eau qui coule des robinets ou bien l'électricité. Donc, à bien vous comprendre, parce que le temps passe très vite, on va synthétiser. Il y a des changements qui se font petit à petit dans ces pays maintenant, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi. Il y a les routes qui se construisent. Il y a la route Kananga, Chikapa, Kikwit, qui est déjà opérationnelle. Oui. Il y a les routes un peu partout qui sont opérationnelles. Moi, je suis allé à Bandundu, il n'y avait pas de route avant. Je suis allé, on a fait la tournée avec le secrétaire général de l'IDPS. On est allé à Kikwit, Grand Bandundu, on est allé à Kenge. Donc finalement, à vous entendre, ce n'est que maintenant que le travail commence. C'est ça. Donc oui, avant cela... Avant 2019 ou avant 2019? Avant donc l'arrivée de l'actuel président. L'actuel président a trouvé un trou profond au Congo. Trou à tous les niveaux, social, tous les niveaux, au niveau économique et au niveau politique. Bon, dites-moi. Aujourd'hui, oui, sur le plan politique, quelqu'un peut passer à la télévision, critiquer la gestion du pays, la gouvernance. C'est permis, c'est possible. Et à l'époque, on citait seulement le nom de Joseph Kabila, vous êtes parti. Donc ça veut dire que vous ici qui critiquez Kabila comme tel, 2009, à cette époque-là, vous rentrerez, on vous aurait arrêté. Congrès, moi en 2009, je suis allé au Congo pour la première fois. Mon passeport, je ne savais pas là où il était. J'ai passé 5 heures à l'aéroport, je ne savais pas où se trouvait mon passeport. Mais actuellement, tu peux quitter le Canada, Montréal, sans visa. Si vous êtes Congolais, vous prenez votre visa à l'aéroport. Et on ne vous pose aucun problème. Donc c'est déjà un grand changement sur le plan politique. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Alors dites-moi, je ne veux pas rentrer vif dans ce sujet-là, mais quand même, en tant que journaliste, animateur, disons, on est critique. Beaucoup de choses. Beaucoup des Congolais se plaignent. Il n'y a pas de travail.
Je suis en contact avec des nombreux Congolais à Kinshasa et un peu partout au travers le Congo via Facebook. Nombreux se plaignent, nombreux disent « Oui, mais ton ami là, parce qu'il l'appelle mon ami, ton ami là, il nous a promis certaines choses, on n'a pas de travail, on crève de faim. » Qu'est-ce que vous répondez à cela? Moi, personnellement, parce que des fois, de temps en temps, ils nous rencontrent. Le président lui-même, on discute avec le président. Oui. Pour les gens de la diaspora, en général, il faudra qu'on crée nous-mêmes des emplois. Il faut que les gens de la diaspora on crée des emplois. Créent des emplois au Congo. Supposons que je travaille ici, j'avais un salaire de $3 000. Si on me donne $400 comme salaire, pensez-vous que je vais faire un bon travail? Il faudra créer des emplois. Comment on crée des emplois? Il y a les institutions là-bas qui aident les gens qui viennent de l'extérieur. Nous-mêmes, d'abord, on s'organise, j'ai oublié de vous dire, nous avons la dynamique de l'extérieur au Congo officiel. C'est les gens du Québec qui ont commencé par cette institution, et là, c'est tout le Canada et tout l'extérieur qui adhèrent à cela. Les gens viennent avec les projets des sociétés, ils viennent avec les compagnies qu'ils ont créées, et on se met ensemble, on présente, on cherche à avoir des subventions pour qu'on puisse réaliser aider le projet. Les gens qui et donc, il y a eu des cas concrets. Il y a des cas concrets. Oui. Il y a un monsieur il y en a plein. Mais malheureusement, je pense mal les cas concrets que je connais. Il y a un monsieur de Grenoble. Lui, il a fait l'élevage, qu'il a engagé plus de 300 personnes qui travaillent maintenant avec eux. Il y a les jeunes de l'Afrique du Sud, il est au Bas-Congo. Il a des hectares. Il a engagé beaucoup de gens maintenant qui travaillent avec lui. Il y a des sociétés. Moi, j'ai créé une société, c'est Kaby Multiservice. En dehors de l'organisme, parce que c'est à but non lucratif. Là, à but lucratif, j'ai une compagnie. Kaby Multiservice s'occupe du nettoyage de grands bâtiments, s'occupe du nettoyage des chaussées, et j'avais amené une grande machine à partir d'ici, qui travaille là-bas. Donc, la manière, c'est maintenant qu'il faut aider la population. Aider la population n'est pas seulement le gouvernement que le président de la République nous donne du travail. Il y a beaucoup de gens adultes, les vieux, qui vont maintenant à la retraite. On va remplacer plus de 3000 personnes. On ne peut pas engager tout le monde. Nous sommes combien de la diaspora qui sommes allés au Congo? Si nous sommes venus ici, c'est pour avoir l'expérience de ces pays. Est-ce qu'on a dit que tout le monde travaille au gouvernement ici? Il y a les gens qui créent des emplois. Tout ce qu'on peut chercher, c'est que le gouvernement aide tous ces gens qui créent les emplois, qui créent les compagnies, qui créent les emplois pour aider la population, qu'on leur donne des subventions ou qu'on leur prête de l'argent pour qu'ils travaillent et aller de l'avant. On ne va pas au Congo, on quitte le Canada, on croise les bras, on dit que le gouvernement va nous donner du travail. Non, créons des emplois. Lui-même, le président dit que moi, je compte sur vous de l'extérieur, vous de la diaspora, vous devez créer des emplois. Voilà, ça ne vient pas de moi, je ne sais pas. C'est le message donc c'est le message que nous avons reçu officiellement du président. Alors, Papa Kabea, c'est malheureusement tout le temps que nous avions aujourd'hui. Dites-moi, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce que le grand public retient de cette interview? Le grand public doit retenir que, d'abord, ici à Montréal, nous avons les modèles sociaux que nous devons suivre. Nous ne devons pas toujours avoir peur de la discrimination. Moi, personnellement, je ne sais pas s'il y en a, parce que moi, j'ai vu avec tout le monde, j'ai fait comme tout le monde ici. Et les gens ne doivent pas avoir peur d'aller au Congo. Ici, nous avons la chance, le Canada, nous avons deux nationalités. Moi, j'ai ma nationalité canadienne et j'ai ma nationalité congolaise. Déjà au Congo, on lutte pour qu'on vote la loi de double nationalité. Pas la nationalité des gens douteux qui nous créent des problèmes, mais des Congolais, des vrais Congolais, qui ont la nationalité, par exemple, française, canadienne, et puis suisse. Et quand on va au Congo, moi, j'encourage j'ai vu beaucoup de Montréalais, des Canadiens, qui se débrouillés, il faut l'employer, qui ont créé des emplois. Au Congo, qui font leur commerce, qui marche très bien. Sauf que, quand on est déjà ici, la plupart d'entre nous ont peur.
Ils cherchent à savoir qu'est-ce qu'on va faire, par où je vais commencer. Ils ont peur. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas ce qu'il va faire au Congo. Quand il va quitter ici, qu'est-ce qu'il a fait ici d'abord? Il y a beaucoup de choses aussi. Il y a aussi des gens qui ont peur de mourir. Il y a des gens qui ont peur de mourir, monsieur. Mais c'est ça aussi. Il y a des gens qui ont peur d'aller au Congo parce qu'ils ne savent pas ce qu'il a fait ici. Ils ne savent pas ce qu'il va faire là-bas. Mais moi, je sais ce que j'ai fait ici. Je sais ce que je vais faire là-bas. Je n'ai pas peur d'aller au Congo. Et les gens de là-bas aussi, ils ont peur de nous. Et pourquoi? La plupart, c'est même dans nos partis politiques, des gens de la diaspora. Et beaucoup ont oublié même la lutte que nous avons menée, nous tous ici, chacun a lutté.